Donc, au cours précédent, on avait examiné la théorie aristotélicienne du langage dans son articulation avec la pensée et la réalité. Quelle est la thèse d'Aristote? La thèse d'Aristote, c'est que la vérité est la correspondance entre la structure du langage, la structure de la pensée et la structure de la réalité. Il y a une triple correspondance dans la vérité entre la structure du langage, de la pensée et de la réalité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, pour Aristote, le langage épouse dans sa forme la manière dont le réel est fait. Donc en fait, il faut se demander ce qui existe et comment ça existe. Se demander ensuite comment le langage est fait et de quoi il est fait. Et on va se rendre compte qu'il y a une correspondance entre la structure de la réalité et la structure du langage. Donc je vais relativement vite, parce que vos camarades l'ont vu la dernière fois. Comment la réalité est-elle construite? Comment existe-t-elle, cette réalité? Pour Aristote, ce qui existe réellement, ce sont ce qu'il appelle les substances. C'est-à-dire des êtres qui existent indépendamment des autres êtres. Exemple de substances, Zacharia, Melvin, une table, moi, un ordinateur. Bref, les substances individuelles, c'est ce qu'on pourrait appeler des choses, des individus. Mais comprenez bien que pour Aristote, ce qui existe, ça existe réellement, c'est-à-dire que ça existe physiquement, ça a une présence physique. Alors, prenons moi comme exemple de substance individuelle. Qui suis-je ou que suis-je? À l'intérieur de cette substance individuelle, Aristote dit qu'il y a des accidents. Ces accidents vont déterminer l'identité individuelle de cette substance. Donc, substance, accident. Qu'est-ce qui caractérise l'accident? L'accident n'a pas d'existence autonome. L'accident dépend d'une substance. L'accident dépend d'une substance. Par exemple, j'ai un certain âge, j'ai une certaine mère, j'ai un certain frère, petit frère, j'ai une certaine couleur de peau, j'ai une certaine couleur d'yeux, etc., etc. Eh bien, tous ces accidents, en fait, dépendent de moi. Si je n'existais pas, mon petit frère ne serait pas mon petit frère. Si je n'existais pas, ma couleur de peau ne serait pas ma couleur de peau, etc., etc. Donc, l'accident est inscrit dans la substance
et il dépend de la substance pour exister, pour être. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'un énoncé vrai? Qu'est-ce qu'une phrase vraie pour Aristote? Vous allez voir le rapport. Une phrase vraie, c'est un énoncé qui relie un sujet et un prédicat. Un sujet et un prédicat. Okay. Donc, je ne sais pas, le pull est blanc, c'est une, ce pull est blanc, c'est une phrase vraie, en l'occurrence, parce qu'il relie correctement un sujet, ce pull, à un prédicat blanc, à l'aide de ce qu'on appelle en grammaire une copule, c'est-à-dire un verbe qui relie le sujet au prédicat. Pourquoi cette phrase est-elle vraie? Dit Aristote. Parce qu'elle inscrit correctement l'accident dans la substance. Autrement dit, parce que le lien accident-substance est le même que celui prédicat-sujet. La structure est la même. Est-ce que ça va pour tout le monde? Autrement dit, depuis Aristote, en gros, hein, depuis Aristote jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, on a conçu la vérité de cette manière-là, comme une correspondance, hein, pendant toute la philosophie du Moyen Âge, pendant toute la philosophie de l'Antiquité, enfin vraiment pendant des siècles, pendant 21 siècles exactement. On a conçu la vérité de cette manière-là, comme la correspondance entre la structure de la réalité, la structure du langage et la structure de la pensée. C'est une partie de la philosophie qu'on appelle l'ontologie. O-N-T-O, L-O-G-I-E. L'ontologie. Qu'est-ce que ça signifie, l'ontologie? L'ontologie, c'est tout simplement la science de ce qui existe. La science qui examine comment les choses sont, leur mode d'existence. Donc voilà pour la conception antique de la vérité depuis Aristote. Si la modernité va se caractériser par quelque chose, c'est par une rupture avec ce modèle. Donc, qu'est-ce qui va caractériser la modernité? Vous pouvez mettre une sorte de sous-titre, la rupture moderne. Ce qui va caractériser la modernité, c'est la rupture avec Aristote. Dans tous les domaines.
dans le domaine politique, scientifique, logique. C'est une rupture qui va prendre du temps, qu'on ne peut pas dater précisément, mais qui commence certainement à la Renaissance. Progressivement, l'écart se creuse entre l'être humain et le monde. Il y a de plus en plus de distance entre l'être humain et la réalité. La rupture est définitive au XVIIe siècle. Et on va prendre l'exemple de deux philosophes qui vont incarner à leur manière cette rupture. C'est Descartes en France et Hobbes, H-O-B-E-S, Descartes en un seul mot, D-E-S-C-A-R-T-E-S, Descartes, et Hobbes en Angleterre, à peu près à la même époque. Descartes né en 1596, Hobbes en 1588, ils sont contemporains. Hobbes naît plus tôt, mais il meurt plus tard aussi. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette rupture? Eh bien, à l'époque moderne, donc au XVIIe siècle, la modernité commence au XVIIe siècle, à l'époque moderne, les philosophes comprennent que l'ordre du monde, l'ordre de la nature, n'est pas celui de la connaissance, ni celui du langage. La structure du réel n'est pas celle du langage, n'est pas celle de la connaissance. On va commencer par Descartes, et en particulier par la physique de Descartes. Est-ce que vous avez vu les lois de la réflexion et de la réfraction, les indices de réfraction de la lumière qui changent de milieu? Non? En seconde, vous avez dû faire ça en physique. Normalement. Oui? Normalement, oui. Alors, Descartes va découvrir tout simplement, vous avez tous pris un bain un jour? Bon. Quand on plonge un bâton ou n'importe quel corps dans une étendue d'eau, on se rend compte que en changeant l'angle selon lequel on va regarder ce corps dans l'eau, eh bien ce corps va nous apparaître comme rompu. Ce corps va nous apparaître comme rompu. Quand vous mettez quelque chose dans l'eau, vous vous rendez compte que l'image du corps dans l'eau et l'image du corps hors de l'eau ne coïncident pas. Comment expliquer ce phénomène connu? Eh bien, Descartes va découvrir
dans un texte qui s'appelle la dioptrique, en tout cas il va formuler cette découverte dans ce texte. Descartes va découvrir que quand un rayon lumineux change de milieu, par exemple quand il passe du vide à un état, dans un état gazeux ou d'un état gazeux à un état liquide, dans un état liquide, dans un milieu liquide, pardon, eh bien le rayon lumineux dévie sa trajectoire de deux manières. Il y a une réflexion, le rayon lumineux rebondit sur la surface de ce nouveau milieu, et il y a une réfraction, c'est-à-dire que quand il le peut, quand ce milieu n'est pas opaque, le rayon lumineux pénètre dans ce nouveau milieu, mais en déviant de sa trajectoire. Donc ça, c'est une découverte fondamentale. C'est une découverte qui va être reprise et approfondie, vous le savez, par Newton. C'est l'expérience du prisme. Vous avez tous vu cette pochette célèbre de Pink Floyd. Quand on fait passer un rayon lumineux par un prisme, c'est-à-dire une sorte de triangle, je ne sais pas comment le dire autrement, de triangle en verre, eh bien, on va être capable de disperser le rayon lumineux dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le phénomène en fait de l'arc-en-ciel qu'on va être capable de recréer ainsi. Quelle va être l'intuition de Descartes avant Newton en fait? L'intuition de Descartes, c'est que la couleur n'est pas dans les choses. La couleur n'est pas dans les choses. La couleur des choses n'est pas dans les choses. Ça, je pense que vous le savez. La couleur est une relation entre, pour Descartes, hein, en physique c'est plus aujourd'hui on comprend ça de manière un petit peu plus compliquée, parce qu'on a découvert effectivement la structure atomique des objets. Pour Descartes, et donc électronique des objets, pour Descartes, la lumière est une relation, la couleur est une relation entre la lumière d'une part, la structure de l'objet, et la rétine. Mais, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, le blanc n'est pas dans mon pull comme un accident dans une substance. La couleur n'est plus un accident d'une substance. On ne peut plus être aussi naïf. On ne peut plus penser que les qualités des choses sont dans les choses comme des accidents dans une substance. Alors que si on demande à Aristote pourquoi le ciel est bleu, c'est facile en physique moderne d'expliquer pourquoi le ciel est bleu, c'est que les rayons du soleil, quand ils arrivent sur l'atmosphère, ce qui est dispersé en majorité, c'est le bleu, tout simplement, c'est la fréquence bleue de la lumière. Okay. Pour Aristote, le ciel est coloré
en bleu, est colorié en bleu, le bleu est dans le ciel. Ok. Et d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes pour les astronomes et les physiciens de l'Antiquité d'expliquer pourquoi le ciel change de couleur en fonction de l'heure du jour. Pour la physique moderne, c'est absolument, enfin la physique contemporaine, c'est absolument pas compliqué. Pour Aristote, c'est très compliqué d'expliquer comment un objet peut changer de couleur. Parce que ça veut dire changer d'accident en permanence pour une substance. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous disons que ce pull est blanc, nous ne disons pas quelque chose de faux, nous disons quelque chose de vrai. Et pourtant, nous disons quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Il est vrai de dire que ce pull est blanc, mais il est aussi vrai de dire que le blanc n'est pas inscrit dans le pull comme l'accident dans une substance. Et l'hypothèse de Descartes, c'est qu'il en va de même de tout ce qu'il appelle les qualités secondes, c'est-à-dire la saveur, le son, enfin pas la température, mais la chaleur et l'odeur. Nous n'avons aucune raison de penser que les aliments ont réellement ce goût-là, c'est-à-dire que le goût de l'aliment est inscrit dans l'aliment, que le son est véritablement quelque chose qui existe. Alors, tout ce qui va avoir trait au son, ça va aussi beaucoup intéresser Descartes et Newton. Ils vont se demander si c'est une onde, si c'est une vibration, si ça se comporte comme la lumière, le son, etc. etc. Et pareil pour l'odeur. Alors qu'est-ce qu'on pensait avant Descartes? On pensait que c'est incompréhensible en fait quand on y pense. On pensait que les objets émettaient des petits atomes colorés qui venaient cogner notre œil. Donc à n'importe quelle distance, si vous voulez, je me prends votre sweatshirt rouge dans l'œil en regardant et en percevant cette couleur-là. Ce qui est évidemment impossible, en fait. Ce qui ne permet pas d'expliquer, par exemple, le sentiment de distance, de perspective. Si jamais la couleur, c'est directement un contact avec l'œil, bah, en fait, je me prendrais tout dans l'œil sans sentiment de distance possible, sans perception de la distance. Et Descartes va simplement dire non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui produit la couleur? Qu'est-ce qui produit effectivement la couleur? Descartes va dire c'est la structure de l'objet qui va permettre d'absorber certaines couleurs et en renvoyer d'autres. Et en renvoyer d'autres vers l'œil. Par la lumière. Grâce à la lumière. Autrement dit, c'est comme si
pour parler de manière moderne, comme si la structure atomique de l'objet, qui n'est pas colorée, on est d'accord qu'un atome n'a pas de couleur, qu'une molécule n'a pas de couleur, produisait quand même de la couleur. Comme si la structure géométrique d'un objet, atomique d'un objet, produisait pour Descartes de la couleur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible et comment le penser? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ou est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment un petit cours de physique que je vous fais. Descartes va dire la chose suivante. La structure, alors lui il ne dit pas atomique, il dit géométrique, mais ça revient au même. La structure géométrique de l'objet ne ressemble pas à la couleur qu'elle produit. Mais elle produit quand même cette couleur. Comment? Descartes va faire l'hypothèse. Oui, redites-moi toute la phrase. Ne ressemble pas à la couleur, mais elle produit quand même cette couleur. Elle produit quand même cette couleur. La question, c'est comment produit-elle cette couleur? Alors nous, on comprenait ça très bien, enfin nous, euh, les, les vieux comme moi, euh, qui ont connu les télévisions basse définition. On comprenait très bien ce que voulait dire Descartes parce qu'on pouvait le voir en fait. Euh, à quoi ressemblait une télévision qui n'était pas un écran plat, donc il y a une télévision d'il y a 20 ans. Une télévision en couleur d'il y a 20 ans, on s'approchait jusqu'à se flinguer les yeux de l'écran et on voyait des petits points rouges, des petits points bleus et des petits points verts. Et en fait, la télévision produisait une couleur et une forme, en fait une image colorée, en allumant de manière plus ou moins intense ces petits points rouges, ces petits points bleus, ces petits points verts. Et à distance, en s'éloignant de l'écran, en fait, on voyait plus ces petits points rouges, ces petits points bleus, ces petits points verts, on voyait l'image. Mais quand on se rapprochait de l'image, on se rendait compte que, bah, en se rapprochant vraiment, vraiment, en se collant l'œil à l'écran, on se rendait compte que bah, l'image qu'on voyait en s'éloignant ne ressemblait pas à ce qu'on voyait en s'approchant. Ça va? Ok. Vous avez des peintres qui fonctionnent comme ça. Ce sont les pointillistes. Vous savez, ils vont faire des petites touches de couleurs différentes, et ça va finir par produire une forme, une image. Vous avez ça aussi maintenant avec certains procédés photographiques, en assemblant des photos avec certaines couleurs, et en faisant une sorte de mosaïque, on peut produire une autre image. Okay. Mais en se rapprochant, on se rend compte que cette image est faite de plein d'autres images. C'est exactement ce que va dire Descartes. C'est exactement ce que va dire Descartes. Descartes va dire que la structure géométrique de l'objet va produire une couleur sans lui ressembler, de la même manière que
la lettre I va produire, quand on la lit, le son I, mais sans ressembler au son I. La lettre ne ressemble pas au son. Il n'y a pas de ressemblance physique entre la lettre et le son, et pourtant la lettre produit le son quand on la lit. Pour le dire encore plus simplement, Descartes va expliquer que la réalité signifie les couleurs. La structure géométrique de la chose produit la couleur comme un signe produit ce qu'il signifie. On est bien d'accord que le signe de l'addition, le plus, ne ressemble pas à l'opération mentale qu'on fait lorsqu'on additionne quelque chose. Les signes ne ressemblent pas à ce qu'ils signifient, et pourtant, ils signifient très bien, ils fonctionnent très bien en tant que signe. Okay. Eh bien, Descartes va dire, mais en fait, la structure atomique de l'objet, la structure du réel, fonctionne comme, comme le langage, comme l'écriture, en fait. L'écriture ne ressemble pas à la signification, l'écriture ne ressemble pas au son, et pourtant l'écriture va produire la signification et le son lorsqu'on la lit. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok. Alors, Descartes n'avait pas la télévision, mais il avait la gravure. Descartes va s'intéresser beaucoup à un procédé technique en art qui s'appelle la gravure. Ce qu'il appelle les tailles douces, c'est-à-dire la gravure à l'eau forte. Qu'est-ce qu'on peut représenter dans une gravure? Absolument tout. On peut représenter n'importe quoi, on peut représenter des villes, on peut représenter des batailles, on peut représenter la mer, on peut tout représenter. Mais comment est-ce qu'on représente cette infinité de choses imaginables dans une gravure? Quand on regarde de près une gravure du XVIIIe siècle, pardon, du XVIIe siècle, on se rend compte que la gravure est composée de petits segments parallèles ou de hachures. Ok. Est-ce que le réel ressemble à ça? Est-ce que le réel ressemble à une gravure? Non. Hein, le réel n'est pas composé de segments parallèles et de hachures. Et pourtant, lorsqu'on regarde une gravure d'un peu loin, on ne voit plus les segments, on ne voit plus les hachures, on voit des objets. Et même, on voit des objets avec l'effet de perspective, une troisième dimension. Donc je lis cet extrait de la dioptrique. Il faut au moins que nous remarquions qu'il n'y a aucune image qui doit avant tout ressembler aux objets qu'elle représente, car autrement il n'y aurait point de distinction entre l'objet et son image, mais qu'il suffit qu'elle leur ressemble en peu de choses, et souvent même que leur perfection dépend de ce qu'elle ne leur ressemble pas, tant qu'elle pourrait faire. Comme vous voyez que les tailles douces, c'est-à-dire les gravures, n'étant que d'un peu d'encre posée çà et là sur du papier, nous représentent des forêts, des villes, des hommes et même des batailles et des tempêtes,
Bien que d'une infinité de diverses qualités qu'elles nous font concevoir en ces objets, il n'y en ait aucune que la figure seule dont elles aient proprement la ressemblance. Et encore, est-ce une ressemblance fort imparfaite vu que c'est sur une superficie toute plate, vu que sur une superficie toute plate, elle nous représente des corps diversement relevés et enfoncés, donc là il parle de la perspective, et que même suivant les règles de la perspective, souvent elle représente mieux des cercles par des ovales que par d'autres cercles, et des carrés par des losanges que par d'autres carrés, et ainsi de toutes les autres figures, en sorte que souvent, pour être plus parfaite en qualité d'image et représenter mieux un objet, elles doivent ne lui pas ressembler. Elles doivent ne lui pas ressembler. Donc, que nous disait Aristote? Il nous disait que la représentation correcte de la réalité par le langage et la pensée, c'était la ressemblance. Descartes nous dit, pour bien représenter, il ne faut pas ressembler. Il faut qu'il y ait un écart entre le monde et la pensée, entre le monde et la perception, entre le monde et le langage, bref. Il faut qu'il y ait un écart entre le monde et l'homme pour que l'homme puisse appréhender le monde correctement. J'insiste là-dessus, mais de la même manière que le mot chien ne ressemble pas à un chien, il faut penser que euh, notre représentation de la réalité n'est pas la réalité, ne ressemble pas à la réalité. La réalité, le monde, ne nous est pas directement accessible. Le monde nous parle dans un langage que nous comprenons, mais par l'intermédiaire d'un langage. Il n'y a pas de rapport immédiat de l'être humain au monde. Ça passe par une représentation, par une perception. Ça va pour tout le monde parce que c'est relativement compliqué. Là, on fait vraiment, vraiment, vraiment de la philo. Alors, un philosophe contemporain, qui est académicien aujourd'hui, qui a été mon prof à la Sorbonne, c'était un grand moment, qui s'appelle Jean-Luc Marion, va faire l'hypothèse que le rapport entre l'homme et le monde chez Descartes est celui d'un code. Le monde se donne à nous, s'offre à nous, sous la forme d'un code que nous pouvons déchiffrer. Qui a vu Matrix ici? Une élève. Il faut que vous voyez Matrix, absolument, le premier en tout cas. J'en parle tout de suite. On reprendra ça calmement demain parce que je ne veux pas m'avancer et être confus en allant trop vite. Je vais simplement vous parler de Matrix et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Matrix, c'est un film de science-fiction. On suit un personnage qui s'appelle John Anderton, dont le surnom est Neo,
qui est un hacker et qui va commencer à douter du fait qu'ils vivent véritablement dans la réalité. Il va commencer à se poser des questions, il va commencer à se demander si la réalité qu'il voit n'est pas en réalité une simulation créée par un ordinateur, créée par des machines. Et euh, il va se rendre compte, grâce à un certain nombre de personnes, dont un type qui s'appelle Morpheus, il va se rendre compte que effectivement la réalité dans laquelle il croyait évoluer et sur laquelle il y avait de plus en plus de doutes n'est pas la réalité, c'est une simulation faite par ordinateur, faite par une machine. Okay. La question qui va se poser, en fait, la question philosophique que pose ce film, c'est pas une question originale, parce que ça reprend en fait le mythe de la caverne de Platon, ça reprend aussi certaines intuitions que Descartes va avoir. La question qui va se poser dans ce film, c'est de savoir comment être certain que ce que je vois est la réalité. Comment être certain que ce que je perçois est véritablement réel. Okay. Et en fait, Descartes va poser cette question-là de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus profonde que ce film ne pourrait le faire, puisqu'il va vraiment questionner cela de manière radicale. Alors, je ne m'avance pas parce que je veux vraiment prendre mon temps pour vous expliquer le raisonnement de Descartes et on risquerait de déborder. Mais demain, on va voir ça tranquillement. Si vous pouvez aller voir le résumé de Matrix sur Wikipédia entre-temps, ce serait vraiment super. Voilà. Je vous libère. Je verrai avec Madame Battier si je peux pas récupérer les copies. Ça me semblerait bien, en fait. Oui, oui. Non mais vous inquiétez pas pour ça, hein. Je serais curieux de voir